прекрасен нежным светом стены древние от римлян. Просыпается с рассветом вся советская земля. Колокол, где жит забора, шумно. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un des bâtiments les plus intéressants et symboliques de Moscou qui s'appelle la maison sur le quai ou maison de gouvernement qui est derrière moi, celle-ci. Une véritable métamorphose s'est arrivée avec cette maison qui était conçue au départ comme un vrai paradis pour les habitants de l'époque soviétique, mais qui s'est transformée en une vraie fosse commune à l'époque des purges staliniennes. Donc plus de 800 habitants de cette maison sont devenus les victimes de répression, c'est 30% de ces habitants, et c'est intéressant de comprendre comment est-ce qu'une maison de rêve devient ce haut lieu des répressions. Nous allons voir ça de plus près et même visiter l'un de ces appartements. Vous me suivez. Aujourd'hui, la maison a déjà 90 ans, mais à l'époque, c'était un véritable miracle architectural et de la vie quotidienne. Pourquoi il est apparu ? La raison est la suivante. En 1918, Lénine déplace la capitale de Pétersbourg à Moscou et les hauts fonctionnaires, les dirigeants du pays se sont retrouvés sans appartement parce que Moscou était très très différente, c'était même pas capitale pendant 2 siècles. D'où la décision diriger ce bâtiment pour la nouvelle élite, les dirigeants du pays des soviets. Ils ont invité l'architecte russe Boris Evans pour le concevoir. Et pourquoi est-ce que c'était un véritable miracle ? Tout simplement parce que c'était le seul immeuble à Moscou équipé de tous les biens et conforts modernes. L'électricité, le gaz, l'eau chaude, le chauffage en hiver, le téléphone, bref, tout ce qui était possible à cette époque-là. Et autour, il y avait les petites maisons où il n'y avait même pas d'électricité. Et bien sûr les biens communs, comme le jardin d'enfants, le club de culture aujourd'hui transformé au théâtre de variété, la salle de sport, la cantine ou le restaurant, afin que les gens arrivent et mangent et ne cuisinent rien chez eux dans les appartements. Bref, toutes les infrastructures possibles afin que ça devienne une vraie ville dans une ville, une maison pratiquement autonome. Donc pour Moscou de l'époque, c'était un confort inimaginable. C'était une ville très très pauvre avec la population qui vivait dans les appartements communautaires, 5 personnes par pièce par exemple. Or ici, tout le service all inclusive comme on dit aujourd'hui. Derrière moi, c'est la cathédrale Christ-Sauveur reconstruite. À l'époque, il avait été dynamité afin de construire à sa place le bâtiment principal du pays, le palais des soviets, très haut, plus de 400 mètres. J'en ai fait une vidéo dédiée et vous pouvez la regarder en cliquant ici. Et c'est toujours Boris Evans, l'architecte de la maison sur le quai, qui est devenu l'architecte du palais des soviets. Qui est-ce qui vivait ici ? Quasi-totalité du gouvernement soviétique et les membres de l'élite.
On a des plaques commémoratives dont Maréchal Tukhachevski, Maréchal Blücher, le futur dirigeant du pays Nikita Khrouchtchev, bon à l'époque juste un fonctionnaire du Parti communiste, les compositeurs, les écrivains aussi, mais surtout les fonctionnaires du parti et du gouvernement. Et même le chef du gouvernement, Alexei Rykov, ainsi bien que les enfants de Joseph Staline, Svetlana et Vassili, qui avaient leurs appartements ici. Et l'appartement de leur père était en face au Kremlin, où vivait Joseph Staline. Et au rez-de-chaussée, en bas, il y avait les appartements du personnel, des balayeurs, des femmes de ménage, des cuisinières, bref, le personnel des centaines de personnes qui servaient la vie de cet immeuble. Ce qui est bizarre, c'est que dans l'État communiste qui a déclaré la guerre aux inégalités, la guerre aux classes sociales, apparaît cet immeuble qui montre à quel point la pratique s'est rapidement éloignée de cette idéologie. La nouvelle classe privilégiée, formée des cadres du Parti communiste, vit dans ce luxe de l'époque. C'était l'immeuble d'habitation le plus grand d'Europe en 1931, 505 appartements au total. Et les appartements les plus prestigieux se trouvaient ici dans ces ailes de la maison sur le quai, parce qu'ils se donnaient sur la Moskova et sur le Kremlin. Mais le bonheur n'a pas duré longtemps, donc les gens se sont installés ici en 1931 et les répressions ont commencé déjà en 1934, les répressions ciblées et massives en 1937-38. Le procédé était plus ou moins pareil pour tout le monde. Les gens arrêtés ici, c'est la nuit qu'il y avait une voiture spéciale noire, s'appelait le Corbeau, un russe Voronok, qui venait ici arrêter la personne qui était par la suite mise aux prisons de Lubyanka. Ensuite, il y avait une sorte d'enquête entre guillemets qui était menée, mais en gros, les gens étaient tout simplement torturés jusqu'à un moment où ils avouaient les crimes reprochés. Et les crimes de l'époque, c'était être trotskiste, avoir une activité anti-soviétique, avoir un complot contre Staline par exemple, ou bien être un espion. Donc les gens finissaient à reconnaître tous ces crimes. Très vite, ils étaient condamnés à mort, fusillés, souvent dans un champ Kommunarka à côté de Moscou, avant d'être jetés dans une fosse commune. Voilà. Et leurs familles, donc leurs femmes, étaient déportées. Il y avait un camp spécial qui s'appelait le camp des femmes de traîtres de la patrie, qui se trouvait au Kazakhstan. Par ironie, aujourd'hui, c'est la ville d'Astana, la nouvelle capitale de Kazakhstan. Et les enfants étaient tout simplement mis aux orphelinats. C'est comme ça que cette maison est devenue le symbole d'enfer total au lieu d'être le symbole du paradis de l'époque communiste. Il y a beaucoup de plaques commémoratives ou mémoriales qui sont installées ici à l'honneur des grands hommes qui ont vécu dans cet immeuble. Ce sont des plaques officielles et en parallèle, il y a une autre initiative civile avec des petites plaques mémoriales. Ce projet s'appelle La dernière adresse connue. Et ces petites plaques qui sont installées pour toutes les personnes qui sont devenues les victimes innocentes de la terreur. Pourquoi c'est la dernière adresse? C'est que cette personne avait été prise ici, ensuite fusillée et plus tard réhabilitée. Donc c'est sa dernière adresse connue de sa vie et ce projet civil rend vraiment hommage à toutes ces victimes.
Bon, j'ai pu me mettre d'accord avec l'une des habitantes et c'est son appartement, c'est son héritage. Elle vit ici et c'est une excellente occasion pour nous de rentrer à l'intérieur et de voir comment c'était conçu, comment est ce rêve soviétique aujourd'hui. Voilà, je ne pense pas qu'elle va accepter à nous parler, mais c'est pas très grave, l'essentiel c'est de rentrer. Allez. Voici, nous sommes déjà à l'intérieur. La hauteur des plafonds dans l'immeuble est de 3,70 m, donc c'est très haut. Et Boris Eofan, l'architecte, il a pensé non seulement l'aspect extérieur, mais aussi l'intérieur. Tous les appartements avaient été fournis déjà meublés, donc vraiment clé en main. Les gens arrivaient, s'installaient et ils avaient tout sous la main, la cuisine, rien à apporter avec eux. Et voici déjà l'appartement qu'on va visiter. Et voici, nous sommes dans un appartement à 5 pièces, dans la partie prestigieuse de ce bâtiment. On ne sait pas malheureusement à qui ils appartenaient parce que les archives sont maintenant sous secret chez le FSB, l'ancien KGB. Et aujourd'hui, ce sont les héritiers qui habitent, mais pas les héritiers directs. Donc quelqu'un qui vivait ici et au moment donné, il a disparu. Pour vous dire, quand quelqu'un disparaissait de cet appartement, ou de n'importe quel appartement, il disparaissait de partout. Les photos avec lui étaient retouchées. Les pages de l'encyclopédie soviétique pouvaient être arrachées ou noircies, donc évidemment plus aucune mention dans la presse. Donc la personne était effacée de partout. Donc d'ici, quand même une vue formidable au Kremlin. Donc les gens traversaient le pont et allaient au travail. Bon, et on ressent vraiment bien ici à quel point c'était une élite, les crèmes de la société, et comment vite la situation a changé avec le discours d'être égaux entre les citoyens de la Russie soviétique. Je suis dans la cuisine et on voit à quel point c'était minuscule par rapport au reste de l'appartement. L'explication est simple, c'est que les gens étaient poussés de manger dans la cafétéria collective et donc pas cuisiner ici. Ici, ils prenaient les cafés et rien d'autre. Et bien sûr, les vues qui s'ouvrent, qui sont absolument magnifiques. Dans les années 80, durant la perestroïka, les militants, les descendants des victimes des habitants de cette maison ont créé ici, en bas, au premier étage, dans l'ancien appartement d'un gardien, un musée de la maison sur le quai. Un petit musée étonnant, une initiative civile, et ça vaut le détour pour apprendre les histoires de ces familles et les tragédies de ces familles. On a des témoignages dans les journaux intimes de l'époque, des gens qui se souviennent comment la nuit ils restaient éveillés et écoutaient les Voronok qui s'arrêtaient en bas et ils se demandaient est-ce que cette fois-ci c'est venu chez eux ou chez les voisins. Voilà, si le voisin avait été emporté, c'est que le lendemain il retrouvait l'appartement scellé. Voilà, et ils passaient juste à côté sans rien dire et sans en discuter entre eux. Aujourd'hui, cette époque est derrière nous.
le bâtiment est redevenu un vrai luxe aujourd'hui, très bien placé, centre-ville. Aujourd'hui, les gens riches qui vivent ici, les artistes, les nombreux économistes, bref, c'est toujours de l'élite en face du Kremlin, en face de la cathédrale Christ-Sauveur qui est reconstruite. Voilà, et l'époque a changé et ce qui est drôle, c'est que souvent les nouveaux habitants ne savent même pas l'histoire de cette maison. Et pire que ça, le discours officiel d'aujourd'hui, c'est que le Staline n'est plus considéré comme un tueur, mais souvent appelé dans les manuels d'histoire russe le manager efficace, et comme quoi l'ampleur des répressions est un peu exagérée. Bien dit, j'ai rien à rajouter. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à la prochaine vidéo. Утро красит нежным светом стены древнего